Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Bonjour et très bonne année à vous toutes et à vous tous, en vous souhaitant le meilleur pour 2015, santé, amour, bonheur et bien sûr de belles découvertes littéraires. Ce qui est le cas aujourd'hui avec notre invité Abdurrahman Awaberi, dont le nouveau roman intitulé La Divine Chanson est un hommage à un grand interprète afro-américain qui a fait swinger sa poésie sur des rythmes de blues et de jazz. Et puis nous retrouverons en fin d'émission notre chronique Books en partenariat avec le mensuel qui éclaire le monde à la lumière des livres pour parler dans ce nouveau numéro de janvier d'un grand article consacré à l'Irak et aux 35 siècles de violence que vit cette région ravagée par les guerres, situation dramatique dont s'emparent les jeunes écrivains désormais. La paix passera peut-être par les livres. Et comme en France, tout commence et tout finit par des chansons, comme disait Beaumarchais, place maintenant à la musique et à l'écriture. Bonjour Abdurrahman Awaberi. Bonjour Catherine et bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Vous venez donc de publier aux éditions Zulma La Divine Chanson, qui revient avec émotion sur le parcours d'un artiste d'exception, né à Chicago en 1949 et disparu en 2011, après une vie de hauts et de bas, de succès et de solitude. Il s'appelait Gilles Scott Heron. Dans votre roman, vous le renommez Sami, mais peu importe, nous parlons de la même personne. Que représente cet homme, ce poète, chanteur, musicien et écrivain pour vous, pour que vous lui consacriez ces pages d'hommage? Disons qu'il représente l'exemple du prophète noir. C'est lui qui portait la bannière noire de la Révolution, du refus, un refus singulier, profond, entier, donc refus du système, par exemple le système qui gouverne les hommes par l'argent, refus du racisme bien sûr, de la mollesse. C'était un prophète brûlant dans tous les sens du terme. Par exemple, il n'a pas renoncé alors que d'autres se sont accommodés du monde de l'argent, de la production, du divertissement. Il a refusé toutes ces choses-là et il a payé très cher. Donc ce qui vous intéresse d'abord, vous comme écrivain, c'est l'artiste subversif dont les textes s'attaquaient autant aux politiques qu'aux révolutionnaires. C'est un militant et c'est ce que vous aimez chez lui. Absolument, c'est ce qui va rester de lui, c'est un militant profondément subversif, mais aussi contre les siens, enfin contre tout le monde d'ailleurs. Oui, c'est contre ça, lui-même. c'est ça qui est passionnant dans sa démarche. C'est pour ça que je disais autant aux politiques qu'aux révolutionnaires, il s'attaque sur les deux fronts. Il se moque de lui-même beaucoup. Par exemple, ça n'a pas arrangé sa carrière, mais il était très rebelle aux étiquettes. Les musiciens l'ont appelé poète, les poètes l'ont appelé musicien. Toutes les stars du hip-hop aujourd'hui, des Kanye West à Jay-Z et autres, Beyoncé, lui rendent hommage en l'appelant le grand-père, le parrain du hip-hop. Et cet homme arrivé au bout de sa vie, qui était quand même ébréché, n'a pas voulu. Par exemple, il aurait pu facilement dire « Oui, je suis le parrain du hip-hop » et ramasser, on va dire, la maille. Non, mais il a refusé en disant « Non, mais je suis juste un bluesologue, j'ai rien inventé. » Et donc, c'est quelqu'un qui ne savait même pas tirer la couverture vers lui et qui s'est resté profondément entier ou hanté par ses propres démons aussi. Donc c'est une figure un peu romantique, donc qui, je pense que tout artiste, j'imagine qu'il y aura des cinéastes qui vont s'emparer aussi de sa vie pour en faire une œuvre d'art importante. Et vous qui vivez aux États-Unis, Abdurrahman Awaberi, à Washington précisément, est-ce que sa mémoire est toujours célébrée là-bas, presque 4 ans après sa disparition? Elle a été célébrée à la veille de sa mort, on va dire. Il y a eu une série d'événements par ses compères, d'abord par les artistes. Il y a eu des hommages à Thierry Larigot, un peu partout. Comme je disais, les grands noms du hip-hop lui ont tiré chapeau, ont fait quand même des hommages assez affectueux. Mais bon, comme tout va vite, tout s'en va aussi, je pense qu'il ne restera pas un homme facilement gérable et facilement digérable par l'industrie du divertissement, par exemple. Ce n'est pas une biographie que vous nous proposez, mais un parcours raconté à travers ses proches. Sa grand-mère, Lily, qui l'a élevé jusqu'à l'âge de 11 ans, mais on croise aussi sa mère, Debbie.
Son père, d'origine jamaïcaine, qui a été footballeur professionnel, ses amis du collège et de l'université où il est allé parce qu'il a eu une excellente éducation. Il avait d'ailleurs... il a enseigné à l'université de Johns Hopkins. Il avait de grandes capacités. Absolument. Et puis surtout son chat, nommé Paris, qui est d'ailleurs le principal narrateur, qui nous parle de Samy. Pourquoi ce portrait en ricochet ? J'ai voulu à la fois rendre hommage à cette figure, comme je le disais, emblématique et aussi un peu noire, mélancolique aussi, désespérée aussi. Mais je voulais pas rentrer dans une sensiblerie ou le fait que j'ai pris un narrateur particulier, qui est un chat, me permettait aussi de pas rentrer dans les pathos. Parce que dans les pathos, on allait très vite aller vers un sociologisme en disant oui, évidemment, tous ces grands rebelles noirs échouent parce que on n'arrive pas à solder 4 siècles de domination et de ségrégation comme ça, donc il y a les traces. Et donc pour être un peu à distance de ces misérabilismes, d'une part, et d'autre part à distance du moralisme, parce que c'est un homme aussi qui a brûlé volontairement aussi sa vie à un moment donné, et pour ne pas avoir à les juger en disant oui, il a fait ci, il aurait dû faire ça, ces chats me permettaient de rester à une distance respectable de ces moralismes et de ces pathos. C'est vrai qu'il a une sacrée personnalité, hein, ce chat, un sacré ton. Il ne s'apitoie pas du tout. Lui-même, d'ailleurs, explique qu'il a échappé à la mort à sa naissance parce qu'il a failli partir dans de l'eau noyée. Donc, en plus, il a une 9 vies. Il nous raconte qu'il a eu des maîtres prestigieux en Perse, entre autres. Est-ce qu'il avait un chat d'ailleurs ? Absolument. C'est vrai. Oui. Donc ça, vous ne l'avez pas tout à fait inventé. J'ai pas inventé les personnages principaux de la grand-mère à qui Gil Scott-Heron a dédié par exemple un très très beau disque. La chanson s'appelle Les mains de ma grand-mère. J'ai pas inventé ses enfants, j'ai pas inventé les chats. Alors les chats, je les trouvais dans un texte en fin de pas de page, vous voyez, comme ça, d'une manière vraiment ancillaire. J'ai cherché comment accrocher ces personnages, donc j'ai essayé de faire parler la grand-mère, après ses femmes, parce qu'il y avait plusieurs femmes, des maîtresses, beaucoup de maîtresses. Tout avait des qualités, mais aussi des défauts, hein, ces personnages et ces femmes. Le défaut, c'est d'être aussi en bisbille avec l'homme dont elle parle, n'est-ce pas ? Alors que ces chats, et donc un jour j'ai appris que Scott-Heron avait aussi un chat qu'il appelait Paris. Parce qu'il aimait la ville de Paris. Oui, d'ailleurs, le livre s'ouvre quasiment à Paris, où il donne un concert au New Morning en fin de carrière. Absolument. Alors, on va chercher les détails, mais le New Morning, il y a 2 pas de chez moi. Donc, je m'en veux moi-même de n'avoir pas vu le dernier concert. Parce que vous n'avez jamais vu sur scène, alors, jamais. Non, absolument pas. Ah, quel dommage. Quel dommage, n'est-ce pas? Donc on se rattrape finalement. Donc moi aussi, je paye d'une certaine manière ma dette. Et donc ces chats qui s'appellent Paris me permettaient de faire ce travail. Et aussi d'un point de vue littéraire, parce qu'on connaît évidemment l'utilisation que font les artistes des animaux, faire parler les animaux pour régler les histoires des hommes. Donc ces chats me permettaient aussi de renouer. Et c'est ça où la partie, le roman est un peu à deux voix ou à des pistes, si on regarde la métaphore de la musique. Oui. Ça me permettait d'aller en Anatolie, dans la Perse, l'Afghanistan historique, et d'aller chercher des élans et des léments chez, je sais pas, ces grands poètes du XIe siècle qui s'appellent Jamal el-Din Rumi. Donc j'ai essayé de recoudre en disant que au fond, la divine chanson n'est rien d'autre que l'élan de la vie, que des grands artistes dans l'histoire du temps perçoivent ou apprécient les ondes. Et donc là, d'un coup, on a le XIe siècle de Rumi et plus tard le XIXe, XXe siècle de l'Amérique noire. Et donc ces courants qui courent comme ça, comme les Gulf Streams, en fait c'est la musique, c'est l'élan de la vie que chantent les grands poètes. Évidemment, on pourrait les trouver dans d'autres traditions, bien sûr, mais on ne peut pas faire tout. C'est pas un catalogue des traditions spirituelles et musicales. En fait, c'est aussi une conception du monde et du temps assez passionnante, comme si c'était un disque géant, un vinyle, et que ça ne cessait de tourner. Il y a ce cycle-là, la vie qui se déroule et de la chanson qui se déroule en même temps, et ça peut ne jamais finir parce que c'est un cercle. Absolument, et on le voit, les gens qui l'ont perçu sont les grands esprits spirituels. Quelqu'un comme Ibn Arabi décrit ça dans... Et la danse ce qu'on appelle les derviches tourneurs, les Mevlavi de Turquie ne font que ça, et on pourrait les trouver ailleurs,
au fin fond de la forêt congolaise par des pygmées qui font aussi, qui rendent hommage à l'élan de la vie et à la chanson divine. Que dit aussi ce personnage sur vous, Abdourahmane Awaberi? Pourquoi est-ce que, bien sûr, vous nous avez fait l'éloge de toutes ses qualités, mais d'un point de vue très intime, qu'est-ce que Scott Heron dit de vous? Pourquoi cette envie de se plonger dans cette vie chaotique et en même temps emblématique? Je pense que le fait que je vive aujourd'hui aux États-Unis, à Washington, qui est la ville noire, j'habite dans un quartier noir, juste en bas, à 2 pas de l'université Howard. J'habite vraiment dans le quartier où est né Marvin Gaye, par exemple, et dans les quartiers où travaillait ou a grandi quelqu'un comme Duke Ellington. Et donc on est dans ces périmètres, c'est une rue qui s'appelle U Street, qui était une rue glamour et dans les années 30, 40, 50. Donc ce qui m'a intéressé chez Scott Heron, c'est quelqu'un qui a aussi refusé l'échec de ces révolutionnaires noirs face à le pouvoir de l'argent ou du divertissement, par exemple. Ce que je retiens de Scott Heron, ce qu'il nous dit, nous, aujourd'hui, en France, c'est que la révolution, elle doit être remise sur les rails, quoi. Il faut recommencer toujours la tâche. Il y a toujours partout des forces qui vont nous tirer vers le bas et il faut qu'on se redresse et qu'on aille aller vers la chanson divine, ce qui va nous tirer vers le haut. Mais alors qu'est-ce que c'est cette chanson divine exactement qui donne son titre à votre livre? C'est ce que vous avez bien décrit, Catherine, c'est l'élan de la vie qui est au fond de l'homme et qu'on nomme ici blues ou ailleurs, je sais pas, opéra. Parce que lui, en l'occurrence, et vous l'expliquez très bien, il n'avait aucun lien avec la religion en particulier. Il n'a pas eu d'illumination. Il n'a pas, comme certains, effectivement, d'autres chanteurs que comme vous Coltrane, citez. par exemple. Exactement. Ça l'aurait sauvé, je pense. C'est ce que vous écrivez, en tout cas. Lui, il n'avait pas ça. Donc, quel est le sens de divine? Alors divine, c'est au sens cosmique, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas les dieux des protestants ou des chrétiens à laquelle l'aurait rattaché l'église de sa mère ou de sa grand-mère, par exemple. C'est cette force divine, cette force cosmique qui fait marcher le monde. Donc ce qui nous tire vers le haut, c'est ce qui nous relie à cette force cosmique. Et de fait, nous rend, cette façon de se relier avec cette force nous rend meilleurs. J'imagine, Abdourahmane Awaberi, que pendant l'écriture, vous étiez immergé dans sa poésie. Est-ce que vous écoutiez aussi ses chansons tout en écrivant? Oui, dans la première phase. Ouais. Parce que le roman a démarré inconsciemment d'ailleurs, le jour où j'ai appris sa mort. Et donc tout d'un coup, il y avait... Donc on est en mai 2011. Voilà, j'étais à la faveur on va dire d'un petit congé, je me trouvais libre de quelques obligations académiques. Et donc j'ai commencé quelque chose comme ça par jeu pour, je voulais faire un feuillet, 2 feuillets pour rendre hommage. Et moi-même, voilà, je me suis pris par le jeu. C'est très intéressant comme ça, une force vous attire. Et donc dans cette phase-là de documentation, de recherche, j'écoutais beaucoup Scott Heron. Mais dans la dernière partie, évidemment, j'ai arrêté parce que il faut écrire vraiment dans un silence. Et donc j'ai beaucoup avalé. J'ai écouté ces 16 disques dans tous les sens, en long, en large et à droite, de la gauche à la droite et de la droite à la gauche, si j'ose dire, comme on les fait pour certaines graphies. Il a écrit, donc il a aussi des romans policiers, il a un mémoire, ce qu'on appelle un mémoire, un livre des souvenirs, si j'ose dire, et il a enseigné creative writing dans les années 70, donc il a une trace, c'est un poète, donc c'est quelqu'un qui a une archive. Et donc dans la phase de documentation, on peut écouter de la musique, mais après j'avais arrêté. Et puis d'ailleurs, après c'était plus Scott Heron en tant que tel, c'était un peu le roman qui me commandait. Le vœu que ce livre soit traduit aux États-Unis? Bien sûr, j'en avais déjà un peu parlé, j'ai dans des conférences annoncé pour tester le public et tout d'un coup je disais je vais parler de Scott Heron et on me disait les vieux surtout disaient oui du genre ce jeune homme il est pas mal. C'est un jeune africain mais il a touché quelque chose du doigt. La deuxième phrase je disais ça va être raconté par un chat et donc il y avait une curiosité. En tout cas il y a une boucle aussi là qui se referme. Parce que il adorait sa grand-mère Lily, qui elle avait connu ses ancêtres africains. Et aujourd'hui, vous qui venez de Djibouti, vous lui rendez hommage. Absolument. Et il y a aussi, alors entre l'Afrique et les États-Unis, il y a aussi les Caraïbes qui ne sont pas oubliés, vous voyez, parce qu'il avait son père était jamaïcain d'origine, c'était un migrant, donc il y a cette histoire de la migration qui m'intéresse toujours. Il y a quelque part Haïti qui est là aussi, il y a le Brésil noir, donc on voit qu'il y a quand même un courant, donc c'est
courants, des musiques noires. Tout ça n'est pas artificiel, donc j'essaye de trouver de l'artifice, puisque je suis écrivain, mais il y a des choses qui sont pas artificielles. Merci beaucoup, Abdurrahman Awaberi. Et si vous voulez bien, on va se quitter en musique et écouter l'un de ses titres phares, The Revolution Will Not Be Televised. En français, la révolution ne passera pas à la télévision. Oui. En revanche, il n'est pas dit qu'elle ne passe pas par la radio. Absolument. Et je rappelle, juste avant d'entendre les premières paroles de Scott Heron, que votre livre s'intitule La Divine Chanson et qui vient tout juste de paraître aux éditions Zulma. Merci encore. Merci à vous. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books. Bonjour Baptiste Touvray. Bonjour. Et voici donc l'heure de notre chronique Books. Au moment où le nouveau numéro de janvier est disponible à la vente, avec un dossier intitulé Néandertal, c'est nous. En ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur un article qui s'intitule De Sardar Napalé à Daesh, la violence irakienne. C'est un article de Max Rodenbeck qui a été publié dans The New York Review of Books, qui fait un état des lieux sur ce pays, évidemment en guerre, en violence, qui a perdu plus de 100 000 civils depuis une dizaine d'années, probablement. Et une fois ce constat fait, le journaliste américain donc parle plus particulièrement d'un livre signé Ahmed Saadoui, qui est un romancier, poète et scénariste irakien, qui a publié il n'y a pas très longtemps Frankenstein à Bagdad. Alors c'est vrai que c'est un titre un peu ironique, mais ce que raconte très bien le journaliste, c'est que finalement, l'ironie est devenue peut-être un peu le lot quotidien des écrivains irakiens. Oui, l'ironie macabre. C'est-à-dire qu'il y a cet auteur-là, Frankenstein à Bagdad. C'est une histoire très amusante. C'est un Bagdadi qui en a marre de voir tous ces cadavres qui traînent dans la rue, dont plus personne ne s'occupe. Il y en a tellement entre les attentats, les massacres. Il décide de ramasser les lambeaux de cadavres qu'il découvre, de les assembler, et là, la créature prend vie. Une créature qui se transforme en sorte de super-héros qui va venger les victimes dont elle est composée. Sauf qu'au bout d'un moment, elle va avoir besoin de chair fraîche. C'est un roman qui a eu un écho énorme dans le monde arabe, puisqu'il a reçu le dernier Booker Prize arabe. C'est une récompense récente qui date de 2007, mais qui s'est vraiment imposée comme le Goncourt du monde arabe. Et c'est un exemple parmi d'autres où, effectivement, des écrivains irakiens, à leur tour, racontent dans des romans à quel point la situation devient presque ubuesque. Il y a par exemple un recueil de nouvelles. L'une d'elles, c'est l'histoire d'un vieux professeur qui vient dénoncer au commissariat ses voisins qui s'adonnent au trafic d'œuvres d'art. Le commissariat le remercie, lui dit « Bon monsieur, vous pouvez rentrer chez vous ». Sauf que ils appellent la sécurité irakienne et lui dénoncent non pas les faussaires, parce qu'en fait ils sont de mèche avec eux, mais le professeur. La sécurité le dénonce aux Américains, sa maison se fait bombarder, toute sa famille meurt, lui-même est amputé des 2 bras et devient fou. Alors c'est une histoire qui, à nous semble absolument invraisemblable. Épouvantable même. C'est épouvantable. Le problème, c'est que en Irak, elle pourrait très bien avoir eu lieu. Voilà, donc c'est toute cette nouvelle génération d'écrivains irakiens qui est à découvrir, ou en tout cas qui est en train de produire une œuvre romanesque en regard avec la situation politique de ce pays. Et tout ça est à lire dans cet article intitulé De Sardar Napalé à Daesh, la violence irakienne. Un article qui est apparu dans le nouveau numéro de Books du mois de janvier. Merci beaucoup Baptiste, et on se retrouve le mois prochain. Et toutes ces références sont à retrouver comme d'habitude sur le site de RFI.fr à la page émission Littérature sans frontières, où vous pouvez également réécouter l'entretien avec Abdurrahman Awaberi qui a précédé cette chronique. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la découverte d'un nouveau livre à feuilleter en compagnie de son auteur. Restez avec nous à suivre un nouveau journal sur Radio France Internationale. Au revoir. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Autour de la question.